Alors, ce sera le quatrième et le dernier Inside Doc de la journée avec cette fois-ci le film Rapa, donc avec Nicolas Pruvot qui est là et qui sera interviewé par notre modérateur Moanaoura Teheyura. Donc voilà, je vous laisse la parole. Yorana, bienvenue encore sur le Pépin Hero. Nous recevons donc Nicolas Pruvot de Bleu Lagon pour le documentaire Rapa. Et la première question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi aller jusqu'à Rapa pour en faire un documentaire, justement? C'est un peu loin, hein? Et bah, comme tu dis, ouais, c'est un peu loin. Et en fait, Rapa, de par son éloignement, moi, c'est une île qui m'attire depuis de nombreuses années. Ça fait longtemps qu'on la voit toujours perdue en bas à droite dans les bulletins météo, tu sais, avec des houles beaucoup plus fortes qu'ailleurs, des vents, des tempêtes. C'est vraiment une île à part, quoi. C'est une île un peu mystérieuse qui a une aura. Je pense que tout le monde se pose beaucoup de questions sur cette île. Et moi, quand je commence à me poser trop de questions sur un endroit, pour peu qu'il soit un peu mystérieux, un peu dur à atteindre, ça me donne envie. Donc, voilà, comment c'est né, c'est d'abord un mystère. J'avais envie de voir. On va parler déjà de toute la logistique qu'il faut amener, combien de temps faut se préparer à l'avance pour y aller, le voyage, comment ça se passe, et combien de temps on reste sur place finalement pour réaliser ce documentaire. Normalement, si tu veux aller à Rapa, tu es obligé de rester 2 mois. C'est-à-dire que tu prends le tout à paix, tu fais le voyage par toutes les Australes, tu termines par Rapa, mais il ne s'arrête pas à chaque fois en fait. Il fait une rotation comme ça tous les mois et demi, à peu près tous les 2 mois. Donc tu descends à terre et tu restes un mois et demi là-bas et tu reprends le prochain bateau qui revient. Ça, c'est dans la normalité. Nous, pour le tournage, là, j'ai pu rester un mois seulement sur place parce qu'il y avait en fait un Aranui qui descendait sur Pitcairn et donc qui faisait un petit stopover d'une journée sur Rapa. Donc la productrice de Bleu Lagon, Corinne Pouplard, a réussi à me trouver une place in extremis sur l'Aranui. Ils ont pu me déposer. Donc j'ai pu rester un mois sur place. Et au niveau logistique, c'était un tournage finalement assez simple parce que vu les difficultés d'y aller, il faut faire des demandes, moi j'ai dû appeler le Tavana là-bas, présenter mon projet, j'ai dû me présenter au Conseil des sages aussi pour leur parler un peu du film, pour qu'ils valident le projet, tu y vas pas comme ça. Donc du coup je suis parti tout seul faire ce film, donc la logistique finalement était assez simple. J'ai sauté sur un bateau et puis voilà, je suis parti avec ma caméra. Oh, plus de l'excitation à y aller ou de l'appréhension Non, non, finalement? beaucoup d'excitation. Moi, ça fait 7 ans que j'ai ce film en tête. La première fois, c'est ma femme qui fait des Evassan, qui partait là-bas en fait en hélicoptère et qui revenait à chaque fois les yeux émerveillés en me disant ça a l'air dingue cette île, les couleurs sont folles, les gens sont fous, puis c'est complètement inaccessible. Donc j'y ai pensé, comme ça a commencé à me travailler un petit peu, je me suis beaucoup renseigné, donc en fait c'est un long processus qui a mûri pendant 7 ans. Donc ouais, le jour où on s'est levé sur la Ranui et que Rapa est sorti, en plus elle est sortie de la brume, parce qu'on le voit dans le film, ce jour-là c'était vraiment une tempête, pour moi une tempête, pour eux là-bas une météo assez classique je pense. Il y avait quand même des vents à 100 à l'heure avec des nuages et beaucoup de brume. Et c'était extrêmement excitant, moi j'étais vraiment très très content de la découvrir. C'était un mystère qui se dévoilait, et qui se dévoilait réellement, il sortait des nuages, quoi. Et au-delà, effectivement, de cet aspect éloigné, cet aspect des paysages que possède Rapa, on a finalement des gens et une communauté à part. On a quelque part une exception dans la République. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce qu'on s'en rend compte très très vite quand on arrive à Rapa? Oui, oui, c'est complètement exceptionnel. Rapa, elle est très singulière et on s'en rend compte très très vite. Moi, c'est c'est parmi mes tournages les plus compliqués moralement parce qu'en fait, j'avais beau avoir présenté mon film à la fois au Conseil des sages, au maire, j'ai dû, pendant le mois où j'y étais, je devais le représenter à chaque fois qu'il y avait des gens, il fallait que je refasse un discours, que je réexplique que j'étais là pour, euh, pour le bien de l'île, que j'étais pas là pour faire du mal à l'île. Ça a été compliqué. Les 2 premières semaines, j'ai pas filmé grand-chose en fait. J'ai dû beaucoup montrer patte blanche, montrer bienveillance.
Il y avait une espèce de méfiance de la part des habitants? Ouais, c'est un petit peu ça, c'est que c'est une petite bulle à part, ils essayent de se préserver un petit peu de... Et puis je pense que Rapa se mérite en fait, tu arrives pas comme ça et puis tu filmes tout au départ. Enfin, on m'avait dit attention, le film commence comme ça. D'ailleurs, c'est Piero Faraire qui nous dit C'est excellent d'ailleurs, ça. voilà, Ouais. nos ancêtres nous ont toujours dit que l'histoire de Rapa, on ne doit pas la dire. Et au départ, on m'avait dit tu filmeras pas les parés, les forts, tu filmeras pas le Tohitu. Le Tohitu, ça a été très très compliqué de filmer le Conseil des Sages. Je l'ai obtenu 5 jours avant mon départ et jusque-là, en fait, c'était pas des non francs, mais c'était pas des oui, c'était on verra, on verra, on verra. Il fallait que je continue à montrer patte blanche, voilà. Et est-ce que tu t'as pas perdu espoir finalement dans toutes ces négociations qu'il fallait faire pendant un mois parce que le temps était compté finalement. Oui, le temps est compté. Après, j'ai pas perdu espoir. Au contraire, je pense que chaque jour, je voyais des petites victoires, je voyais des portes qui s'ouvraient, des sourires qui se dénouaient un petit peu. Donc, les portes s'ouvraient de plus en plus et ça s'est facilité. Beaucoup grâce à Toti d'ailleurs, hein, que j'ai rencontré un peu par hasard, paradoxalement, parce que normalement, quand on part faire un doc, on est censé quand même avoir nos personnages, avoir l'histoire, j'avais la trame, je savais quel axe je voulais. Par contre, j'avais pas de personnage parce que j'avais pas pu partir à Rapa le repérer, quoi. Et je suis tombé sur Toti qui finalement correspondait exactement au personnage que je voulais rencontrer là-bas. Et Toti m'a ouvert beaucoup de portes parce que c'est un ancien de Rapa, on va dire, quoi. Est-ce qu'en quelque sorte, avec tout ce que tu nous racontes, avec cette espèce de méfiance que je vais mettre entre guillemets, euh, le film serait écrit sur place en quelque sorte? Alors, ça peut paraître en effet le cas, mais c'est pas le cas du tout. Rapa, c'est assez étrange comme comment est né ce film. Moi, j'ai commencé à me renseigner sur ce film donc il y a très longtemps, et je me suis rendu compte qu'il y avait une récurrence là-bas, c'est les gens qui partent. L'exil à Rapa fait partie du quotidien. À partir de 10 ans, ils partent au collège et au lycée. Les militaires partent. Et en faisant mes recherches, j'ai essayé de récupérer un peu tous les documents que je pouvais trouver sur cette île et il n'y a pas grand-chose. Ben, il y a le bouquin de John Stowe qui est un gros bouquin sur Rapa, mais mis à part ça, il n'y a pas grand-chose qu'on peut trouver. Et j'ai trouvé une chanson qui est la chanson de Piero Faraire, la Notokuhere, qui chante. Et cette chanson a beaucoup joué dans l'écriture du film parce qu'en fait, je l'écoutais tout seul chez moi en m'imprégnant des discours des gens de Rapa que je pouvais interviewer sur Tahiti. Et puis, j'ai appris que c'était une chanson qui était donc chantée à l'armée, qui avait été écrite par Pierrot, qui était chantée à l'armée. Je me suis dit, bon, bah, ils quittent tous leur île pour aller à l'armée. Il y a quelque chose à faire là autour. J'avais envie de parler d'exil, j'avais envie de parler de déracinement, d'un attachement à sa terre, à sa culture. Tout ça mûrit très lentement. En plus, c'est une histoire qui me touche un petit peu. Bah, je pense que c'est quelque chose qui touche tout le monde, l'enracinement à une culture, à une terre. Et voilà, j'avais envie de parler de ça. Donc je suis allé là-bas vraiment avec en tête la cible. Je ciblais un personnage que je savais que j'allais trouver parce que forcément, les enfants passant tous par le même chemin, j'allais trouver quelqu'un qui correspondait à ça et qui allait pouvoir me parler d'exil, d'attachement à sa terre. Je ne pensais pas à quelqu'un de 60 ans, je pensais à un jeune en fait qui allait partir à l'armée ou qui serait en permission ou quelque chose comme ça. Et en fait, je suis tombé sur Toti. Au début, je me suis dit, je vais peut-être pas raconter l'histoire de Rapa au travers des yeux d'un personnage qui n'y vit plus. Et puis finalement, son discours était du coup un peu distancié, un peu contrasté, tu vois, du fait qu'il la quitte, qu'il revient. Et puis il avait... Donc je me suis un peu égaré, mais voilà, Toti... Alors, tu disais que tu n'avais pas pu. Tu voulais d'abord partir sur un jeune. Est-ce que tu as eu facilement accès à la jeunesse de Rapa, qui est justement en paradoxe avec ce désir d'exil et peut-être cette envie de rester quelque part? Non, la jeunesse de Rapa, déjà ils sont pas très nombreux. Quand j'y étais, c'était en période scolaire, donc ils étaient surtout Boy. Donc en fait, l'île était un peu désertée par les jeunes, à part l'école primaire. Il y avait très peu de jeunes. Après, tous les gens de 30 ans partaient à la pêche, on les voit un petit peu, hein. Ils font un peu tout ensemble. Donc,
Ils font beaucoup de choses ensemble, donc on les voit. Les quelques jeunes que je croisais, on les voit, ils pêchent. Est-ce que quand on est là-bas, est-ce que tu as eu l'impression ou une frustration quelque part que certaines choses n'ont pas été dévoilées, que peut-être que ça demandait un autre film sur Rapa? Oui, ça c'est certain que déjà passer un mois sur une île, on peut pas dire qu'on connaît l'île, qu'on a tout vu. Et je pense que ça s'applique encore plus à Rapa, qui reste quand même. C'est vraiment une île qui se mérite, déjà par le voyage, et puis après, tout prend beaucoup de temps là-bas pour accéder aux choses, pour se faire un petit peu accepter. Surtout quand tu viens avec une caméra, tout le processus filmique, ça modifie un petit peu les choses, si tu veux. Donc oui, clairement, j'ai vu Rapa, j'ai une vision de Rapa sur un mois, mais oui, on pourrait y faire d'autres films, ça c'est sûr. Est-ce que, en quelque sorte, lorsqu'on fait ce film, on a en tête le besoin de ne pas trahir finalement les habitants de Rapa en faisant ce film, surtout qu'on est en post-prod, je pense. Est-ce qu'on a envie de bien faire pour eux d'abord et pour ne pas les trahir, pour ne pas justement augmenter cette méfiance que tu as pu côtoyer quelque part? En fait, ça, j'ai envie de te dire, c'est pas que sur ce film. Moi, à chaque fois que je prends une caméra, je crois que c'est mon plus grand défi personnel. J'essaye toujours d'accéder à de l'authentique autant qu'on puisse, parce qu'on a quand même une caméra, on a des micros, on n'est pas de la même culture. Et ouais, la question de trahir l'authentique, c'est que moi, c'est quelque chose qui est au cœur de mon travail. À chaque fois, je me pose des tonnes de questions là-dessus. Je crois que là, j'essaye de faire toujours les interviews en langue locale. Je comprends pas tout, je comprends le sens. Après, je fais traduire en montage. Là, je crois que j'ai été assez fidèle quand même à leurs propos. D'ailleurs, les Rapas sont très contents du film. Ils l'ont vu. Je sais qu'ils l'ont tous vu ensemble là-bas sur l'île. Ils étaient tous au rendez-vous devant la télé. Et voilà, on communique beaucoup par Facebook et ils sont très contents du film sur l'authenticité du truc, quoi. Et quelle image ils voulaient montrer d'eux, tout simplement? Est-ce que tu as ressenti un besoin de véhiculer des messages? Pas du tout. Alors Ouais. c'est ça qui est étonnant, c'est que contrairement à toutes les îles où tu peux aller, quand tu as une caméra, tu vois toujours qu'il y a des gens qui vont être intéressés, que tu peux composer un petit peu et qu'ils ont des choses à donner, comme toi tu peux donner. Et à Rapa, en fait, j'ai très vite compris que la vie se faisait avec ou sans moi. En fait, j'existais pas. Les choses continuaient, ils continuaient à partir à la pêche et il fallait essayer de rentrer dans ce train en mouvement, tu vois. Et j'ai répondu à ta question. Oui, oui, oui. Et pourtant, Pierrot est un personnage assez charismatique, assez télévisuel en quelque sorte. Et il y a quand même une certaine retenue quand on le voit dans le documentaire, hein. Oui, oui, Pierrot, il est super charismatique. Et ouais, il se retient en effet quand il parle de son île, il se retient. Après, j'ai pas tout mis, il y a des moments où il est un petit peu plus le Pierrot qu'on connaît. Mais dans le film, il se retient, ouais. Il y a d'autres films comme ça qui... Est-ce que ça te bouleverse d'aller... On revient bouleversé, on revient changé finalement. Quand on est réalisateur, on passe un mois sur une île en immersion et on revient dans un monde urbain. Est-ce que finalement le message, c'est pas l'exemplarité qu'a cette population quelque part aujourd'hui en 2023? Bouleversé, c'est peut-être un grand mot. Ce qui est sûr, c'est que Rapa, moi, j'en attendais beaucoup parce que c'était un peu une utopie dans ma tête. Et en allant là-bas, je voulais confronter le réel et puis l'imaginaire que j'en avais. C'est vrai qu'ils sont quand même, on peut le dire, ils sont uniques au monde, Rapa, hein. Il n'y a plus beaucoup d'endroits où on vit encore comme ça, autant préservé. Et je suis pas revenu bouleversé, je suis revenu quelque part rassuré de savoir que dans le monde, il y a encore un endroit comme ça. Je suis très heureux de savoir que cet endroit existe. J'espère qu'il ne changera pas. Après, je ne parlerai pas d'exemplarité. Il y a plein de choses, moi, qui me dérangent, qui me dérangeraient si je vivais là-bas, si tu veux. Moi j'aime
le multiculturel, j'aime les choses qui se mélangent, j'aime tu vois, les richesses qui peuvent découler de tout ça. Et à Rapa, on met un peu une cloche là-dessus. On reste quand même, les gens restent quand même très entre eux. Il y a des très belles choses. Je suis très content de savoir qu'elles existent. Je suis pas bouleversé pour autant, mais voilà, je suis content d'avoir vécu ça. Et heureux d'avoir réalisé un rêve en fin de compte. Un rêve, ouais, tu as confronté le réel et le rêve tout simplement. Ça, c'est une Ouais, ouais. satisfaction. D'autres Voilà. rêves? Peut-être. Oh, il y a plein de films, ouais, il y a plein de films à venir. Je peux pas t'en... Là, j'ai plusieurs films sur l'année. Après, c'est pas forcément des projets aussi personnels que Rapa. En tout cas, ouais, Rapa, je suis très heureux. C'est une des îles les plus inaccessibles au monde. C'est quand même, bah, c'est cool d'aller là-bas, quoi. Et le retour du public, comment tu l'as perçu par rapport au visionnage du film? Par rapport au visionnage ici, Oui. c'est plutôt agréable de voir les gens réagir à ce film, puis découvrir. C'est un drôle de film. Il est un peu, il est très lent, il est très posé, il est très. C'est un film d'observation, je dirais, tu vois, et c'est curieux, ouais, de voir. Mais je crois que les gens étaient plutôt satisfaits du film. J'ai pas senti trop d'ennui dans la salle. Non, non, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est justement cette temporalité qui est différente. Parce que ce que je reproche, en tout cas de manière très personnelle, à certains films, c'est de casser la temporalité d'un lieu, d'un espace, finalement. Et là, je trouve qu'il y a un énorme respect de cette temporalité qui existe là-bas, qui est complètement paradoxale à celle qui est ici. Voilà. Est-ce qu'il y avait une volonté consciente à la base? Ouais, ouais, je suis assez content que tu relèves ça parce qu'en effet, c'est très frappant là-bas. Le temps qui passe n'est pas du tout le même qu'ici. Après, c'est Rapa, hein. Il y a 4 voitures, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de restaurant, il y a pas grand-chose. Et puis, il y a cette météo des basses latitudes avec les nuages qui passent très très vite. T'es assez vite perdu dans les journées, tu sais plus bien où t'en es. Et, et ouais, je voulais que ça transparaisse dans le film. Il fallait surtout pas que ce soit un film qui aille vite, il fallait que ce soit un film qui se mette au rythme et qui prenne le temps comme les gens à Rapa, quoi. En tout cas, c'est effectivement le piège à chaque fois que je peux remarquer de manière personnelle dans certains films du FIFO. Mais effectivement, tu n'es pas tombé dans ce piège. Merci. Herani? Juste le temps des questions, comme d'habitude, je viens embêter. Voilà, bah, j'ai bien fait de venir du coup. Un peu plus vite, monsieur. Ça va pas, non? Il défile, l'autre, il défile. Le titre du film, Né ici, vivre là-bas, on a envie de demander après, Toti, il veut finir sa vie où? Il veut être où? Parce que ouais, il n'y a plus personne trop là-bas, donc il veut finir où sa vie? Bah, Toti, il le dit à la fin du film, il veut finir ses jours à Rapa. Et il se voit pas autrement que de finir ses jours sur sa terre natale. Le problème de Toti, enfin le problème non, c'est pas un problème. D'ailleurs, lui dit que c'est sa force, c'est qu'il a une double vie. Il a sa vie en France, il a sa femme et ses enfants. Parce qu'on pourrait se demander pourquoi il rentre pas sur son île. Tout simplement, ça réglerait tous les problèmes. Mais il a sa femme et ses enfants. Étant parti il y a très longtemps, il a fondé sa famille là-bas et sa vie. Et du coup, bah, elle n'est pas forcément d'accord pour aller s'isoler sur une terre comme ça, très très atypique, qui n'est pas la sienne. Donc voilà, lui, il veut finir ses jours là-bas, mais il faudra encore qu'il puisse convaincre sa famille de le suivre. Voilà, merci. Ah, notre question. On n'a vraiment pas l'habitude. Un truc que j'ai noté aussi dans le film, à un moment donné, Toti a une parole, il dit les jeunes maintenant ne veulent plus faire les choses traditionnelles. Moi j'ai ressenti ça un peu comme un paradoxe par rapport à sa situation personnelle, car lui il est parti de l'île, il n'a pas non plus fait les choses qu'il demande aux jeunes de maintenant de faire. Est-ce qu'il en a parlé de ça? Quel est son ressenti par rapport à ça? Non, mais je suis d'accord avec toi, Toti, il est plein de paradoxes, qui ne l'est pas de toute façon, mais il est plein de paradoxes, et c'est marrant parce que c'est un des plus fervents défenseurs de son île, et pourtant il l'a quitté. Alors je le mets pas dans le film ce passage, mais dans l'interview il me dit que lui quand il quitte son île, c'est que il veut échapper à cette prison dorée.
il sent qu'il y a trop d'inertie, c'est trop statique pour lui. Il a envie de découvrir autre chose. Et pourtant, il invite tout le monde à revenir, il défend son île. Mais je crois que c'est un équilibre un peu subtil qu'on trouve chez tout le monde là-bas à Rapa. Et ils parlent tous de partir, d'aller voir les lumières de la ville, et puis au final, préserver quand même leur île. Tu vois, cette modernité un peu différente, quoi. Je sais pas si je réponds bien à ta question, mais... Mais oui, mais Toti est très paradoxal, en effet, là-dessus. Non, parce que c'est une situation qu'on voit, nous, beaucoup au Vanuatu, de ces jeunes qui veulent partir travailler en Australie, en Nouvelle-Zélande. En ce moment, il y a un exode hallucinant de toute la jeunesse vanuataise qui part travailler dans les champs, dans les grandes cultures australiennes et néo-zélandaises. Et paradoxalement, on a ce discours, donc le gouvernement qui pousse un petit peu ces gens à aller partir travailler pour ramener de l'argent au pays, et qui dit en même temps mais non, il faut préserver rester là, il faut préserver nos façons de faire et tout ça. Et c'est paradoxal, et c'est un peu ce que tu disais là. Mais à Rapa, ouais, t'as la jeunesse qui part au collège, au lycée, là, donc entre 10 et 18 ans. Ils sont tous comme ça captivés par les lumières de la ville, ils partent tous à Tahiti, et la très très grande majorité repart sur Rapa. Et ensuite, comme la boulangère, tu sais, dans le film, qui dit « Moi, je suis revenu pour défendre mon île ». En fait, venir ici, ils se rendent compte des richesses de leur île, ils se rendent compte de la singularité de leur île, et ils retournent peut-être encore plus renforcés de toutes ces valeurs qu'ils cultivent là-bas, quoi. Donc, est-ce qu'il y a encore des questions? On va laisser... Ah, c'est très, très inhabituel. Bonjour, une question. Alors, c'est est-ce que là, tu as pas pu faire de repérage pour ce documentaire? Est-ce qu'il y a une situation qui aurait pu être évitée si tu avais eu l'occasion d'en faire? Je sais pas, météorologique, par rapport à ton matériel, par rapport à la rencontre avec les personnes? Non, une situation, non, clairement pas. Après, maintenant, après le film, je me dis que je suis plutôt content qu'il n'y ait pas eu de repérage et de débarquer là-dedans avec un œil complètement neuf, rempli de tous mes rêves et tous les fantasmes qu'on peut avoir sur l'île. Je crois que ça m'a plutôt servi, en fait, du coup. T'as eu des maladresses à un moment donné, ou tu penses en avoir eu? Avec les gens, tu veux Oui. dire? Non. Non, je crois pas. Si j'en ai eu, je le sais pas, écoute. On va demander à Pierrot et à Toti peut-être. Non, mais c'est intéressant. Merci pour les questions. Il y en a d'autres peut-être. Il y a d'autres questions que vous voulez poser? Je suis là pour ça. Hein. Alors, il y avait aussi ce passage avec les Tohitu, hein, où on te permet de filmer. Mais, alors ça, c'est une impression encore très personnelle. On a envie, finalement, parce qu'on comprend que c'est difficile d'y aller, enfin, d'entrer dans ce cercle très fermé, dans un cercle, parce que Rapa déjà était un cercle fermé en soi, et on arrive dans plusieurs cercles comme ça qui sont très verrouillés, et arrivé au Tohitu, on a envie d'en savoir plus, et on reste un peu sur notre faim. Voilà. Est-ce t'es dirigé à ce moment-là, on te dit filme ça, filme pas ça, montre pas ça? Oui, oui. Tu as vu sur la réunion du Tohitu, Harry, il me dit que je peux venir qu'à un certain créneau horaire. Je peux venir de temps à temps où ils parleront de l'UNESCO. Le reste, c'est entre eux, mais en fait, le reste, c'est majoritairement, j'ai pu y assister un petit bout, mais sans caméra, c'est beaucoup de la répartition de terre entre eux et des petits conflits vraiment inter-Rapa. Et ça, ils veulent pas que je le filme, on peut comprendre pourquoi, c'est qu'après, entre eux, ça peut envenimer les choses, ou tu vois. Là, l'ordre du jour, autre que ces petits conflits inter-îles, c'était vraiment l'UNESCO, quoi. D'accord. Alors, désolé que tu sois resté sur ta femme, mais pour le coup, il parlait vraiment
que de ce problème-là, qui me semblait être un problème, qui me semblait être une séquence intéressante. Moi, j'étais très content qu'il parle de ça, parce que ça nous montre un petit peu la méfiance qu'ils peuvent avoir de tout ce qui vient de dehors quand même, quoi. Non, mais justement, c'était un peu cette frustration, puisque alors je suis des Australes de Rurutu, et je vous disais, c'est bizarre parce que dans ce conseil des sages, en quelque sorte, il y a effectivement cette histoire liée aux terres, parce qu'on n'est pas propriétaire terrien. Les terres sont distribuées par ce conseil-là. Donc c'est ça qui était intéressant, et la frustration vient de là, exactement. Mais il l'explique hein, quand même. Oui. Peut-être tu t'es un peu endormi, il l'explique. Non, dis pas ça. Il explique la répartition des terres Ça, qui est vraiment réservée aux gens du Fénois Rapa, des Tamariki Rapa, quoi. Hein. Et des richesses de la mer, de la terre, etc. Voilà. Bah merci. Vous avez applaudissez déjà d'une part. Vous aviez envie, il faut y aller. Est-ce que vous avez un mot à rajouter pour la fin ou on finit là-dessus? Est-ce que tu as quelque chose à dire pour déjà motiver les gens à regarder ton film, mais est-ce que tu travailles sur autre chose aussi? Déjà. Est-ce que je vais travailler sur autre chose? Oui. Est-ce que tu as déjà l'idée de projet ouais, là documentaire? j'ai pas mal de films à faire cette année. Après, c'est des 26 minutes, ça vaut pas forcément le coup d'en parler. C'est pas des, non, c'est pas des projets très c'est personnels. bien les 26 minutes. Mais c'est bien, tous des documentaires sont bien. Il y a fenêtre sur cours ici. Hein. C'est pas la taille qui compte, n'est-ce pas, Irani? En plus, mais pourquoi tu me pointes du doigt quand tu dis ça? Non, mais t'es noir, ça va. Ah ok, Ouais. c'est pour ça. Okay. Ouais. Ça va. On va se faire virer d'ici. Ça va. Au bout d'un moment. Alors merci à tous et merci pour cette intervention. Merci Nicolas du coup. Merci bien. Merci infiniment. Et merci à Moana Oura qui a fait toutes les inside de doc de l'après-midi. Donc on applaudit bien fort s'il vous plaît.